Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, est-ce qu'on a un peu plus de détails là, sur cette entente de principe entre le Canada et les États-Unis? Parce que bon, je regardais de part et d'autre, là, Trump un peu claironne des gains importants. Et pour ce qui est du Canada, il y a eu quand même des gestes posés par le premier ministre Carney qui nous démontrent que c'est quand même du sérieux. Oui, il y a quand même cette entente de principe qui est réellement sur la table. Bon, de voir M. Trump là, dire on a ressuscité Keystone XL, puis on va avoir plein d'affaires pour les agriculteurs américains. Est-ce que c'est de l'inflation verbale ou encore c'est véritablement une entente? Mais là, il va falloir que le portrait se précise. Puis se précise lentement mais sûrement. Il y a le média américain Bloomberg là, hier qui titrait que ça permettrait les négociations de réduire les tarifs qui sont sectoriels, entre autres sur l'acier et l'aluminium. On sait, le Québec est directement dans la mire, particulièrement grâce à l'aluminium ou en raison de... Mais ça passerait de 50% à 25%. On n'éviterait pas là, les tarifs. On les réduirait. Là. C'est ce qu'on commence à comprendre. Donc, ce serait un peu pourquoi on n'a pas entendu tant de détails que tout ça. Dans tous les cas, il faut qu'on voit quelles sont les concessions canadiennes. Tu sais, quand on dit ça va être le fun pour les agriculteurs américains, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on touche la gestion de l'offre? La première ministre québécoise, Christine Fréchette, avait dit, elle, que c'était sa ligne rouge, là, la gestion de l'offre en agriculture au Québec. Elle n'accepterait pas ce genre de concessions-là. Et elle garde, évidemment, elle, la main sur le levier de l'alcool, ces tablettes. Parce que ça, c'est une chose qu'hier, Mark Carney a demandé au premier ministre des provinces. Ils avaient une rencontre virtuelle hier. Puis dans celle-là, il leur a entre autres dit, regardez, s'il vous plaît, ramenez l'alcool ces tablettes. J'ai dit à M. Trump que je ferais ça. Mais là, pour l'instant, Christine Fréchette est sortie de la rencontre en disant qu'elle n'est pas capable de dire si c'est une bonne ou une mauvaise entente pour le Québec, tout ça. Je veux dire, ils ont une rencontre, ils s'en sont jasés, puis elle n'est pas capable de le déterminer. Ça veut dire qu'il y a quand même un flou artistique, entre guillemets, là, qui est encore imposé sur cette entente-là, sachant que là, on va encore avoir des tarifs. On réduirait les contre-tarifs canadiens sur l'automobile, on ramènerait l'alcool ces tablettes, on libérerait là, certaines réglementations. Quand on dit des agriculteurs, on a parlé de fromage américain, le meilleur accès des fromages américains sur nos tablettes ici. Pour l'instant, c'est juste ça qui a filtré. Et c'est spécial quand on accumule en plus, Alex, puis tu le rappelles constamment à l'émission, là, retrait de la taxe sur le numérique, retrait de la majorité de nos contre-tarifs, l'abandon de la taxe Netflix, le partage des revenus du péage du pont Gordie Howe qu'on a payé, qui n'ont pas payé, mais maintenant, finalement, on partage les recettes. Quand on ajoute tout ça, puis là, il faut faire d'autres concessions pour pas enlever les tarifs, pour juste les réduire. Ça démontre que la situation là est peut-être plus grave qu'on pense. 2-3 réflexions là-dessus. Il y avait bien sûr un sentiment d'urgence. Parce que, bon, advenant le cas où la menace initiale du président américain était mise en application, des tarifs de 50% sur un paquet de produits évalués à des milliards de dollars dans l'économie canadienne, ça aurait été catastrophique. Donc, il y avait un sentiment d'urgence d'essayer d'en arriver à une certaine entente pour sauver les meubles, en quelque sorte. Écoutez les points de presse, notamment de Dominique Leblanc et de son homologue américain. Tu sais, quand Dominique Leblanc dit « on a sauvé la gestion de l'offre », tu sais, la gestion de l'offre est intacte. J'ai l'impression qu'on joue un petit peu sur les mots. Comme je vous dis, on n'a pas le fin détail de cette entente-là, mais si dans son esprit, la gestion de l'offre, elle est intacte, mais que de l'autre côté, on prend, par exemple, on tasse un peu des produits québécois, des tablettes, pour laisser de la place un peu plus aux produits américains, bien là, on fait de façon indirecte ce qu'on ne veut pas faire de façon directe. Vous me suivez? Premier point d'interrogation là-dessus. Deuxième point d'interrogation, Mark Carney, lui, là, souvenez-vous, là, il y a là, d'un an, il s'est fait élire sous la promesse d'être celui qui va réussir à charmer le serpent. Non, mais tu sais, celui qui va réussir là, à composer avec un président américain instable de l'autre côté de la frontière, Donald Corleone. Et là, dans un monde avant Trump, là, des tarifs comme ça, il n'y en avait pas. Alors, c'est comme si je vous dis, hey, là, je vais vous charger 1000 pièces pour quelque chose. T'sais. Mais là, au départ, vous n'avez rien à payer, là. Je vais vous charger 1000 pièces pour telle chose. Mais qu'après ça, on négocie, puis on s'en parle, puis finalement, ça va être juste 500. Mais en échange, il a fallu que je te donne les clés de mon char, puis ma maison, puis... Ben oui, mais tu payes quand même, je veux dire, 500 $ dans le sens que... prenons l'exemple ici là, des informations de Bloomberg là, sur l'acier et l'aluminium. Les tarifs étaient de 50 %.
Fait que là, tu te dis, aïe, tu nous assommes avec des tarifs de 50%. Il y a négociation. Ah, finalement, ça va être juste 25%. Juste 25%, ça reste quand même majeur. Vous me suivez là aussi. Troisième point là-dessus, et là, c'est là que ça va devenir intéressant sur l'unité canadienne. Parce que il y a eu cette rencontre-là avec Mark Carney et ses homologues des provinces. Et là, il dit, dans le contexte actuel, je vous demande de remettre l'alcool américain sur les tablettes. Bon. On se souviendra de la scène, Doug Ford, avec sa bouteille de Crown Royal, qui déversait ça par terre. La SAQ, on avait retiré les bouteilles des tablettes. Mais là, si, mettons là, que le Québec considère que une taxe de 25% quand même sur l'aluminium, ça n'a pas de maudit bon sens. Mettons que le Québec considère que la gestion de l'offre là, est peut-être grignotée un petit peu, puis que le Québec dit que ça n'a pas de maudit bon sens, on ne les remet pas, les bouteilles d'alcool américain sur les tablettes. Mettons que Ford il se réveille de mauvaise humeur ce matin, là, puis lui, il veut rien savoir de ça. Est-ce que les provinces pourraient donc faire achopper cette entente-là? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Alors là, on est à peu près, là, on est jeudi, donc on est à peu près à 48 heures, un peu moins, de cette échéance-là. Alors, on peut nous claironner une belle entente du côté fédéral, qui, en quelque sorte, vient un peu sauver les meubles, mais il n'y a rien de garanti d'ici les 48 prochaines heures. Oui, si on détermine que c'est un mauvais accord puis que c'est dit comme ça, ça va venir quand même contredire aussi une phrase que Mark Carney a répétée ad nauseam aussi, Alex. Puis moi, je pense qu'il va peut-être se refaire reprendre là-dessus en essayant de présenter un peu, là, de ménager la chèvre et le chou en venant présenter une entente tiède. Il a toujours dit, aucune entente, c'est préférable à une mauvaise entente. C'est les mots de Mark Carney. Il le dit souvent, celle-là. Moi, ce qui me met la puce à l'oreille aussi, c'est l'article du collègue Guillaume Saint-Pierre dans le journal ce matin, qui dit, je vais vous en citer un petit bout, il dit, une source fédérale, bien au fait des négociations, soutient qu'il y avait urgence d'agir afin d'éviter les droits de douane sur quelques 28 milliards en exportation. Et la source en question, il y a une citation, vient de protéger 56 000 emplois qui étaient en jeu. Alors, vous comprenez le sentiment d'urgence, là, on se dit, dans ce cas-ci, est-ce que cette entente-là valait mieux que l'espèce de catastrophe qui allait nous tomber sur la tête, mais on comprend que ce n'est quand même pas simple. Hey, coudonc, qu'est-ce qui se passe dans Saint-Michel cette semaine? Un autre événement relié à la violence conjugale. Ça s'est très mal terminé. Il y a même un policier qui a été blessé. Ça s'est très mal terminé, mais j'ai envie de dire peut-être mieux que dans les autres cas qui nous préoccupaient samedi et lundi, parce qu'il y a eu le double féminicide plutôt cette semaine, des cas. C'est à glacer le sang comment c'est similaire. Hein? Je rappelle un peu les faits. Dans les deux cas, on a un homme, soit qui accepte pas une séparation, soit qui est dans un contexte violent, qui assassine à coups de couteau en plein jour devant sa famille, son conjointe ou son ex-conjointe, et après ça, retourne le couteau contre lui, s'inflige des blessures, s'envoie à l'hôpital. C'est un copier-coller qu'on a vu deux fois, deux histoires horribles, et ça a failli survenir peut-être une troisième fois, alors que on a eu un appel au 911, encore une fois, on est en plein jour, 15h30, et là, ça va te faire friser le poil ses bras, Alex. C'est une affaire de violence domestique dans laquelle l'individu a récemment été arrêté pour de la violence conjugale, a été remis en liberté par un juge en attente des procédures, et qu'est-ce qu'il fait? Il va directement chez la plaignante qui a porté plainte de violence conjugale à 15h30, en plein jour. Les policiers sont arrivés sur place parce qu'évidemment, il est en bris de condition. Un des policiers se fait attaquer à coups de couteau par l'homme qui est sur place. On ouvre le feu du côté d'un des patrouilleurs. On a touché et blessé l'homme en question. Les deux sont à l'hôpital. Là. Les deux, on ne craint pas pour leur vie, et le policier et l'homme en question dans cette histoire-là. Heureusement, la femme, elle, s'en tire dans cette histoire-là. On ne connaît pas l'âge non plus de l'homme qui a été blessé. Et pour ce qui est des maisons d'hébergement pour femmes, Madame Brazo, qu'on a reçu beaucoup, Annick Brazo, dans les derniers jours, qui est la présidente du regroupement de ces maisons-là, dit chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui est médiatisé, on reçoit plein d'appels, plein d'appels. Il y a plein de femmes qui réalisent qu'elles sont peut-être en danger, qui vont aller au téléphone, même s'il n'y a pas nécessairement de place. Elle encourage encore les femmes à se présenter puis à appeler. Mais ça, c'est bien. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est que chaque fois qu'il y a des récidives, on n'encadre pas ces hommes violents-là lorsqu'ils sortent de prison ou peu importe quand ils ont commis quelque chose. Quand il y a des récidives, il n'y a rien qui se passe après. C'est là où il faut les garder dans le système. Oui. Puis moi, d'entendre ça, j'ai des sources policières dans la vie que je consulte qui font de la patrouille sur le terrain, qui interviennent, qui travaillent souvent, très souvent dans des dossiers comme ça de violence conjugale, puis qui capotent de voir qu'à chaque fois, ils vont arrêter le crotté,
il va aller devant un juge, il se fait remettre en liberté, puis dans la même journée, des fois, là, moi j'en ai entendu des témoignages de policiers, dans la même journée, il retourne encore chez la femme parce que le gars est retourné encore dans la même journée. C'est complètement fou. Non, mais ça fait, je veux dire, c'est la source même du problème. Parce que quand on regarde, on aura beau là, mettre ce fameux registre, puisqu'avec la loi Gabi-Renault qui a été votée tout juste avant la fin de la session parlementaire pour permettre, par exemple, aux conjointes d'aller vérifier est-ce que le nouveau conjoint a des antécédents, savoir un peu à qui on a affaire. Il y a eu tout le projet pilote avec les bracelets électroniques. T'sais, on a fait quand même des pas dans la bonne direction. Ouais. Mais cette espèce de séquence dramatique-là, dans Saint-Michel, nous montre à peu près tous les angles morts de cette crise-là. Je veux dire, là, hier, le policier a sauvé la vie de cette femme-là. Et le problème, puis tu l'as très bien dit, c'est encore une fois, une espèce d'écervelé qui n'est pas capable d'accepter, par exemple, la rupture, perd complètement la carte, se retrouve devant le système de justice, et la première chose qu'on fait, c'est « Ah ben oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Hein? Passez go, réclamez 200$. On se revoit dans 8 mois pour votre procès. Allez-y, votre deuxième chance. Il n'y a pas de problème. C'est quoi l'encadrement avec ces espèces de fous furieux-là, une fois qu'ils sont épinglés une première fois ou arrêtés une première fois? Je veux dire, ça devrait être un drapeau rouge qu'on devrait prendre en considération. J'ai l'impression que c'est comme, oui, il s'est fait arrêter. Regarde, pas de problème. On va le remettre en liberté. Puis la première affaire qu'il fait, c'est qu'il se retrouve face à face avec son ex-conjointe puis menace de la tuer. Ça fait aucun sens. On a parlé avec un ancien prisonnier dans l'émission avec Marc Boilard. Il a fait 17 ans de prison. C'était pas pour un cas de violence conjugale. Là. Il a tué l'ex-conjoint de sa mère. Mais lui, il parlait quand tu sors de prison, par exemple. Il faut absolument que tu aies quelqu'un pour t'encadrer parce que la plupart des récidives vont se faire parce que tu n'as plus de repères, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'amis, tu sais pas comment te réinsérer. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas ça qui est installé quand tu sors de prison ou autre, là, ben, c'est sûr que tu vas replonger. Non, puis tu sais, mettons que tu te fais arrêter pour violence conjugale ou menace envers ta conjointe, ton ex, peu importe, là, OK? Automatiquement, je veux dire, ça devrait être, regarde, je comprends que les ressources sont peut-être pas là, mais automatiquement, toi, là, viens ici, là, t'as un problème, on va t'aider à t'aider. Hein? Ben oui. On va t'orienter tout de suite. C'est obligatoire. Il faut que tu aies consulté. Il faut que tu aies dans les ressources maintenant. Là. Tu repars pas dans la nature là, avec ta petite boule de haine envers ton... C'est ça, moi, qui me dépasse. Alors, on aura beau à chaque fois se dire c'est terrible ce qui se passe, puis c'est vrai, puis moi, on est les premiers à vous en parler, puis à vous l'annoncer, puis à chaque fois, je suis mal dans ces affaires-là, parce que je ne comprends pas comment on en arrive là, dans une société comme la nôtre. Écoutez, là, on est rendu à 13 féminicides cette année. Oui, puis on vient peut-être d'en éviter un 14e. Là. Si tu ne gères pas tes émotions avant, tu ne les géreras pas plus après s'il n'y a personne qui est là pour encadrer. Vraiment, là, moi, ça me déprime, là, surtout la partie, là, voit un juge, on va vous libérer en attendant le reste des procédures. Mais tout le monde nous le dit, ça prend de l'encadrement. Ouais. Point barre. Il y a des juges qui ne doivent pas dormir la nuit. Sincèrement, là. Moi, là, être le juge là, qui remet, par exemple, cette personne-là en liberté, puis qui voit ça un matin dans les manchettes, là, dans le journal, là, j'ai de la misère, moi. On devrait les obliger à être dans un centre. Je me questionnerais. Pas tous les juges qui se questionnent, par exemple. Il y en a qui pensent toujours là, qui ont l'illumination, là, ils ont le pouvoir divin, puis ils ont la parole d'évangile. On va dire, quand on regarde l'actualité, puis des mauvaises décisions qui sont prises, pas convaincu, moi, qu'ils l'ont l'illumination tant que ça. Le temps d'attente qui a finalement augmenté sous la CAQ, c'est à l'urgence, je présume? Oui, c'est à l'urgence. On est rendu là, en ce moment officiellement là, à 41 minutes de plus qu'en 2018, moment où la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir. Là. Désormais, là, le séjour à l'urgence est de 5h12 minutes en moyenne. Ça veut dire que c'est la moitié plus haute, la moitié plus basse, on est dans la médiane. Mais c'était 4h30 au départ là, quand la CAQ est arrivée. Puis c'est sûr que ça va être quelques tuiles comme ça là, qui vont tomber sur la tête de la Coalition Avenir Québec. C'est ça le fardeau d'être le parti au pouvoir hein, quand on arrive près des élections. Mais il y a des bilans qui sont faits avec les statistiques des dernières années, puis on finit par se rendre compte que c'est pas toujours reluisant. Là. Comme dans ce cas-ci, on se rend bien compte que là, on investit là, encore et toujours plus d'argent, parce que depuis 2018, c'est maintenant 24 milliards de dollars de plus qu'on met dans le système de santé. Là, on est rendu à 66 milliards de dollars juste cette année. Mais ça fonctionne pas mieux. C'est ça qui pousse, là, entre autres, l'Institut économique de Montréal, là, qui ont fait de la compilation, justement, des données, à dire, ben c'est pas en lançant juste miraculeusement plus d'argent tout le temps sur le système qu'on va être capable de l'améliorer.
faut qu'on l'investisse comme du monde, cet argent-là, dans le mammouth de la santé. Parce que dites-vous que c'est à peu près la moitié du budget du Québec qui s'en va dans le réseau de la santé. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'on vous croit plus, les politiciens, lorsque vous nous dites, là, le plus sérieusement du monde, pour essayer d'avoir notre vote, on va régler le problème dans le réseau de la santé. Un médecin pour chaque Québécois. Regardez, après 8 ans au pouvoir de la CAQ, ce que ça donne. On attend encore plus longtemps dans les salles d'urgence. Et parlant de bilan, c'est intéressant, rapidement, Alexandre. On nous avait promis au niveau de la CAQ qu'on allait dégraisser l'État québécois. Alors, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. L'État québécois a gonflé. Mais là, je vois la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, se péter les bretelles, là, parce que est-ce qu'on a enfin réussi à dégraisser la fonction publique après 8 ans? Et si on en croit la présidente du Conseil du Trésor, donc Mme Duranceau, oui, elle a dit qu'elle a fait une approche chirurgicale pour être capable d'aller couper là, dans les bons endroits pour dégraisser un peu l'État. C'est au-dessus de 5 000 postes de fonctionnaires qui ont été supprimés dans la dernière année, 5 061, ce qu'on appelle des ETC, des équivalents de temps complet. Il faut comprendre que c'est pas nécessairement 5 000 fonctionnaires qui travaillent plus, c'est surtout 5 000 postes, là, quand tu les compiles tous ensemble. Là. Et c'était un objectif qu'on s'était donné là, l'automne dernier, mais c'est une promesse, comme tu le disais, qui date du début des mandats de la coalition Avenir Québec, et ça n'avait pas fonctionné. Là. Depuis 2018, là, je comprends qu'on vient d'en couper 5 000, mais c'est parce qu'on a atteint le nombre record de fonctionnaires de l'État québécois de tous les temps l'an passé, avec au-dessus de 80 000 là, postes comme ça. Puis ça, c'est juste dans les ministères et organismes. Là. On compte pas, évidemment, les au-dessus de 500 000 travailleurs de la fonction publique en santé, en éducation, etc. Tout ça, mais évidemment, on ne le compte pas. On dit que c'est en faisant un gel de recrutement, gel d'embauche, gel des heures supplémentaires qu'on a été capable, dans le fond, d'aller chercher tout ça, tu sais, juste avec les départs à la retraite. Et là, on lève le gel d'embauche qui est imposé au ministère en annonçant cette bonne nouvelle-là. Mais c'est juste des embauches entre les ministères. Tu vas comme pouvoir te promener, mais on dit qu'on n'engage plus de l'extérieur. Mais est-ce que l'opération est terminée pour autant? Il en reste pas mal à faire. On va parler à la présidente du Conseil du Trésor un peu plus tard à l'émission, là, vers 7h45. Puis moi, je veux qu'elle m'explique ces chiffres parce que je crains qu'on joue un peu avec les chiffres. Si je vous dis, je sais pas moi, tu sais, quand j'arrive en poste, là, je vous lance là, des chiffres approximatifs, OK? Retenez la tendance, retenez pas les chiffres. Advenant le cas où moi, quand j'arrive au pouvoir, là, je peux pas mettons, là, il y a 70 000 fonctionnaires. Bon. Puis là, 8 ans plus tard, il y en a 80 000. Ben après ça, moi, j'arrive juste avant la campagne électorale, je vous dis, hey, Yann, on a atteint notre cible, on a réduit 5 000 postes. Oui, mais il y en a quand même des milliers de plus que quand vous êtes arrivé au pouvoir. Moi, c'est ça qu'il faut que j'éclaircisse avec France-Hélène Duranceau là-dessus. Puis après ça, si on compte pas les effectifs en santé, puis si on compte pas les effectifs en éducation, là, parce que là, c'est-tu vraiment représentatif, tout ça? Alors, petit bémol sur cette question-là. On aura l'occasion d'éclaircir ça avec elle. Scène culturelle, Isabelle Oliver-Jones, qui a été honorée lors d'une chapelle ardente hier, et ce sont ses funérailles aujourd'hui. Hier, son fils était sur place, Richard Jones, sa femme aussi, Monique Leclerc-Jones. Plusieurs l'ont décrit comme un soleil, un être d'exception. C'est l'un des musiciens jazz les plus influents au pays. Il y a eu plusieurs citations au cours de sa carrière. On pense à son intronisation au Panthéon de la musique canadienne en 2023, l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec. On pourrait nommer tout ce qui a changé. Il y a même le Morin Oxemery du Festival de jazz qui dit à quel point il a mené ce festival-là, il l'a amené à un autre niveau. Donc, plusieurs ont pu signer le registre. La mairesse était sur place hier aussi. Celui qui nous a quittés à l'âge de 91 ans, le 22 juillet, 70 ans de carrière. C'est exceptionnel. Puis aujourd'hui, c'est des funérailles qui sont publiques à 13h. Le drapeau sera mis en berne d'ailleurs aujourd'hui toute la journée. C'est à l'Union United Church. C'est là où il a appris le piano. La première fois qu'il a commencé à jouer du piano à l'âge de 5 ans, donc dans la petite Bourgogne, il y avait quelque chose de hyper symbolique de faire ça là. On sait, puis on en parle à chaque fois, mais tu sais, les funérailles publiques, il n'y a pas de critères précis. Il faut que la famille accepte, il faut que le gouvernement décide que ça en vaut la peine. Mais lui a tellement marqué, il a tellement changé. Il y en a plein dans les témoignages qui disaient, tu sais, moi, il a changé ma vie. Il y en a pour qui c'était l'enseignement qu'il a fait, la grandeur d'esprit, l'humanité. C'est un mot qui revenait souvent pour le décrire. Donc aujourd'hui, 13h, il fait beau. Plusieurs parlaient de ça aussi, le temps, le soleil qui rayonne, puis plusieurs en faisaient l'analogie avec lui. Donc on envoie nos condoléances à la famille.